Alors, chers élèves, comme on l'avait dit, nous allons continuer avec la quatrième question. La quatrième question était en rapport avec ce que nous avions dit ici, qui était déjà, c'était la quatrième question qui dit « Indique la nature de chacune des synapses N1, N3, N2, N3 et justifie ta réponse. » Pour ceux qui viennent de nous découvrir, il faut savoir que cette deuxième vidéo-là est la suite d'une première vidéo qui porte en réalité, sur la correction d'un devoir qui était en rapport avec en réalité les propriétés du tissu nerveux. L'exercice était le suivant. Il y avait 5 questions, on avait répondu aux 3 premières questions et cette vidéo-là est la suite de cette première vidéo où on avait répondu à ces 3 questions. Donc, on va attaquer aujourd'hui la quatrième question qui commence ici. On dit « Expérience de ». On porte séparément sur les neurones présynaptiques N1 et N2 des stimulations efficaces S1 et S2. On enregistre les réponses correspondantes au niveau du neurone présynaptique N3. Les résultats sont présentés dans le document 3. Indique la nature de chacune des synapses N1, N3 et N2, N3. Justifie ta réponse. Chers élèves, on va aller voir le document 2 pour avoir une idée par rapport à la réponse, pour voir quelle est la nature de la synapse N1, N3 et N2, N3. Alors, chers élèves, avant de commencer à répondre à cette question-là, déjà, je vous informe que nous faisons des cours de renforcement très intéressants en ligne. Alors, pour participer à ces cours de renforcement, il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp à travers le numéro que vous voyez ici. Donc, il ne faut pas m'appeler également parce que je reçois beaucoup d'appels que je ne peux pas répondre si je suis en classe, surtout. Donc, il faut juste m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous dirai les modalités pour participer à ces cours intéressants. C'est bon. Donc, chers élèves, on répond à la question 4 qui donne la nature de la synapse N1, N3. Ensuite, N2, N3. Donc, chers élèves, observez bien, pour être capable de dire la nature de la synapse N1, N3, ensuite N2, N3, il faut observer le document 3 là. Là, c'est le montage et là, c'est les résultats. C'est ici qu'on a enregistré les phénomènes électriques. Qu'est-ce qui nous a permis d'enregistrer ces phénomènes électriques-là? C'est le montage qui est là. Donc, regardez, les conditions expérimentales sont là. S1, S2. S1 est une simulation portée sur N1. S2 est une simulation portée sur N2. O1 est un oscilloscope placé au niveau du corps cellulaire, plus précisément au niveau de presque, on va dire, au niveau près du cône axonique. O2 est un oscilloscope posé sur l'axone. Donc, vous voyez. Donc, pour être capable de donner la nature de ces synapses-là, nous allons dire quoi? Nous allons lire ce qui est mis ici. Et là également, analyser un phénomène électrique consiste juste à dire le nom du phénomène électrique qui est enregistré. Ce que je dis souvent aux élèves en classe, si on vous demande d'analyser un phénomène électrique, dites le tracé obtenu s'appelle comment? Ce tracé-là, comment il s'appelle? Celui-là, comment il s'appelle? Celui-là, comment il s'appelle? Et enfin, celui-là, comment il s'appelle? Dès que vous donnez le nom du tracé obtenu, vous avez fait ce qu'on appelle une analyse. Vous serez capable de donner la nature de la synapse obtenue. Bref, pour revenir à la question, on vous dit la stimulation en S1 du neurone N1 provoque l'enregistrement, d'un potentiel d'action qui est là, monosynaptique, précédé de quoi? Précédé d'une dépolarisation locale. Vous voyez. Le potentiel d'action a une amplitude de 100 mV. Donc, nous dirons comment on a obtenu les 100 mV là. Pour comprendre comment on a obtenu ces 100 mV, c'est simple. Vous allez prendre entre plus 30 et moins 70. Quelle est la valeur la plus grande? C'est plus 30. Donc, vous allez faire plus 30, moins, ouvrez une parenthèse, moins 70, fermez la parenthèse. Ça deviendra plus 30 mV, moins, ça donne plus. Plus 70 mV égale 100 mV. Donc, voilà pourquoi on dit le potentiel d'action est d'emblée maximal. Il est de 100 mV. Parfois, pour certaines cellules, il peut être à 110 mV. Bref, pour notre cas, on a dit la stimulation en S1 du neurone N1 provoque l'enregistrement d'un potentiel d'action monophasique précédé d'un
d'une dépolarisation locale, l'amplitude du potentiel d'action est de 100 mV. Ce potentiel d'action-là, en réalité, c'est lui qui s'est propagé jusqu'en O2 pour permettre également l'enregistrement d'un potentiel d'action. Toujours de 100 mV de même amplitude. Parce que, chers élèves, pourquoi on a obtenu ici un potentiel d'action? On a obtenu un potentiel d'action parce que le potentiel d'action enregistré ici, il se propage le long de la fibre nerveuse. Tant que la fibre n'est pas lésée, le potentiel d'action est capable de se propager. Là également, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que le potentiel d'action est différent du potentiel de récepteur, qui lui ne peut pas se propager. Par contre, le potentiel d'action, lui, il est capable de se propager. Voilà pourquoi on a enregistré en O2 un autre potentiel d'action. Mais si vous observez de près, vous allez voir que le potentiel d'action enregistré en O1 et le potentiel d'action enregistré en O2 n'est pas là, ils ne sont pas de la même forme. En effet, comme je l'ai dit dans l'analyse, le potentiel d'action enregistré en O1 est précédé d'une dépolarisation locale. Ce n'est que lorsque la dépolarisation locale a atteint le seuil que le potentiel d'action naît. Mais ici, puisque le potentiel d'action était né ailleurs, il n'a été qu'enregistré ici, il s'est propagé. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de cette dépolarisation locale. À chaque fois qu'on vous dit dépolarisation, procéder d'une dépolarisation locale, ça veut dire que c'est là où le potentiel d'action est né en premier. Donc, il faudra savoir que ça, c'est un potentiel d'action monophasique. Potentiel d'action monophasique, ils sont de la même amplitude car le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien. Il est propageable, mais également, il faut comprendre que là où il est né, il ne peut naître que lorsque la dépolarisation atteint le seuil de moins 50 mV. Vous voyez, parce que ici, on pouvait avoir ici des dépolarisations locales et pas enregistrer ici un potentiel d'action. Pourquoi? Parce que tant que ici, le seuil n'est pas atteint, le seuil de moins 50 mV, on ne peut pas enregistrer de potentiel d'action ici. Bref, ça peut être l'objet d'une autre vidéo, mais ici, retenez simplement que l'objectif était de comprendre que l'enregistrement du potentiel d'action au niveau de E1 montre que la synapse N1, N3 est une synapse excitatrice. Même si on avait enregistré seulement ici une dépolarisation locale, la synapse N1, N3 serait également une synapse excitatrice. Le neurone N1 est un neurone excitateur. Les neurotransmetteurs qui vont être déversés ici seraient des neurotransmetteurs excitateurs également. Bref, pour ne pas trop allonger la vidéo, on va attaquer la deuxième stimulation. On va dire quoi? La stimulation S2 effectuée sur N2 provoque, voilà, regardez bien ici, provoque quoi? Une hyperpolarisation. D'amplitude combien de millivolts? 2 millivolts. Je vais faire moins 70, moins 72, ça sera moins 10 plus 72. Donc, ce qui me donnera combien de millivolts? 2 millivolts. Vous voyez? Maintenant, cette hyperpolarisation-là, elle est incapable de se propager. Voilà pourquoi, arrivé en O2, cette fois-ci, on a enregistré un potentiel de repos. Parce que l'hyperpolarisation ne peut pas se propager. Parce que également, on pouvait avoir ici aussi un PPSE. S'il n'atteint pas le seuil, il serait incapable de se propager. Vous voyez? Donc ici, l'enregistrement de cette hyperpolarisation montre que la synapse N2, N3 est une synapse inhibitrice. C'est bon? Alors, chers élèves, on va passer à la cinquième question pour ne pas trop allonger la vidéo. Donc, on dit, on applique simultanément cette fois-ci. Et à chaque fois, si vous voyez le mot simultanément, il faut comprendre que très souvent, ça fait allusion à une sommation spatiale. On applique simultanément des stimulations efficaces S1 et S2 respectivement sur les neurones présynaptiques N1 et N2. Les enregistrements obtenus sont représentés dans le document 4. Cinquième question, explique les enregistrements obtenus au niveau de O1 et au niveau de O2. Donc, chers élèves, il faut d'abord, avant d'expliquer, il faut analyser. Donc, on va dire quoi? L'analyse. On va être très bref avant que la vidéo ne soit trop longue. On va dire quoi? Que les stimulations simultanées réalisées en S1 et en S2
sur N1 et N2, respectivement sur N1 et N2, ont engendré l'enregistrement. Regardez bien, chers élèves, ça, à chaque fois que vous avez ça, vous allez dire, ont engendré regardez bien ça, c'est une dépolarisation locale. C'est une dépolarisation locale d'une amplitude de combien de millivolts? Moins 68, moins 70, ça donne combien? Moins 68 plus 70, ça va être 2 millivolts. 2 millivolts, chers élèves, c'est un PPSE, c'est un potentiel postsynaptique excitateur. Mais puisque 2 millivolts est incapable, n'est pas égal au C de dépolarisation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enregistrer un potentiel de repos au niveau de O2. Donc maintenant, c'était ça. Je recommence l'analyse. La simulation réalisée en S1 et en S2 a provoqué l'enregistrement d'une dépolarisation locale de 2 millivolts sur O1 et un potentiel de repos au O2. Donc, pourquoi on a enregistré un potentiel postsynaptique excitateur sous forme d'une dépolarisation locale de 2 millivolts ici? Et pourquoi on a enregistré un potentiel de repos ici? C'est ça que la question, en réalité, c'est ce qu'on demande à cette question-là. Donc, il faut comprendre que le corps cellulaire que vous avez ici, le corps cellulaire, il est capable de faire ce qu'on appelle une intégration. Intégration des PPSE et des PPSI et en faire une réponse globale sous forme de PPS global. C'est bon. Donc, regardez, quand on a simulé S1, il a enregistré l'effet de S1. Quand on a simulé S2, il a enregistré également l'effet de S2. Il a fait ce qu'on appelle une intégration des deux stimulations-là et il a réalisé ce qu'on appelle une sommation spatiale. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va enregistrer l'effet engendré par S1. N'oubliez pas que nous avons dit que N1 et N3 est un potentiel, est une synapse excitatrice. Donc, il va faire ce qu'on appelle la sommation des PPSE engendrés par la synapse N1 et N3 et les PPSI engendrés par la simulation en S2. Qu'est-ce qui va se passer? Sous une forme algébrique, il va donner un PPS global. Voilà pourquoi ici, finalement, l'existence de cette synapse inhibitrice a fait que la synapse excitatrice, à elle seule, maintenant, elle ne peut pas engendrer un potentiel d'action, mais on va assister ici à une dépolarisation locale de 2 millivolts. Vous savez que 2 millivolts est très en deçà du C d'excitabilité. Voilà pourquoi ce potentiel postsynaptique excitateur sous la forme d'une dépolarisation locale de 2 millivolts obéit aux mêmes règles que le potentiel de récepteur. Donc, il est incapable de se propager. Voilà pourquoi, puisqu'il est incapable de se propager, on enregistre un potentiel de repos à ce niveau-là. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi.